suis un appariteur en progrès. Tu progresses. Je progresse comme appariteur. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier Michel Chamas pour son invitation et puis l'Académie, faire l'honneur de pouvoir intervenir pendant ce colloque. Alors, vous faire rêver, je ne sais pas. En tout cas, je vais peut-être reprendre beaucoup de choses de ce qui a déjà été dit ce matin, peut-être leur donner un éclairage un peu nouveau. Et puis, avant ça, je dirai un petit peu ce qu'est le LIRM. Hein. Je pense que c'est important pour replacer par rapport au discours de Philippe Auger hier après-midi sur les piliers qui structurent l'université, nourrir, soigner, protéger autour de la biologie santé, de l'agronomie et puis de la biodiversité. Il y a des axes transversaux qui permettent de développer ces nouvelles technologies et d'appuyer en fait le développement de ces piliers. Et le LIRM en fait partie. Donc moi, je suis professeur à l'Université de Montpellier, je suis roboticien de mon état et j'interviens ici parce que j'ai aussi une casquette au-delà de la direction du LIRM de roboticien, mais travailler spécifiquement dans le domaine de la robotique chirurgicale. Et donc c'est à ce titre-là que je vais effectivement vous donner quelques éléments sur l'avenir de la robotique chirurgicale. Alors le LIRM, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord... Alors, modestement, hein, à l'échelle des temps qu'on a évoqué hier par rapport aux 800 ans, c'est 30 ans de recherche pour nous. Mais c'est presque... Alors, c'est un peu plus jeune que la robotique, mais si on prend ce qui se faisait en robotique à Montpellier, la robotique est là 20 ans de plus encore par rapport à ces 30 ans de recherche et d'innovation qu'on peut développer dans le laboratoire. Alors, c'est... 400 collaborateurs, hein, donc des chercheurs, des enseignants-chercheurs, donc ça c'est classique comme unité de recherche. 3 départements de recherche, 21 équipes qui travaillent sur des spectres assez larges. Pour faire court, sur la partie informatique, en intelligence artificielle, en sciences des données, en apprentissage, en ingénierie logicielle, finalement des compétences dont on va avoir besoin quand on va vouloir développer un robot. On travaille également sur la conception et la commande de robots, alors dans différents secteurs d'activité, hein, mais notamment en chirurgie. Et puis on a également un département de microélectronique qui s'intéresse au développement des nouveaux systèmes embarqués adaptatifs, utilisant des nouvelles technologies, 3D, mémoire magnétique, nanotubes de carbone. Et puis, tous ces développements plus fondamentaux ont des débouchés vers des applications, hein, sur des secteurs assez larges, comme c'est précisé ici. Sur les piliers de l'université, que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis après d'autres, sur des aspects cybersécurité, je reviendrai un peu sur ces aspects-là plus tard, l'espace par exemple aussi. Alors, dans ce contexte, finalement, l'université de médecine de Montpellier, ou la faculté de médecine de Montpellier, est une des pionnières, la plus ancienne encore en activité. Finalement, la robotique chirurgicale est aussi à Montpellier un champ pionnier. Tout à l'heure, Bertin a évoqué Grenoble. Montpellier était aussi parmi les premières places où l'on faisait de la robotique chirurgicale. Et puis vous avez ici un des pères de la robotique française, Étienne, qui est là, qui se cache derrière. Voilà, je pense que tu peux lever la main pour que tout le monde te reconnaisse. Voilà, un des pères de la robotique française et qui a été à l'initiative du développement de ce premier robot médical sur la place Montpelliéraine, donc qui était un robot dédié à la reconstruction 3D d'artères. Et donc le principe de ce robot-là, c'est un robot bras anthropomorphe qui déplaçait une sonde échographique le long d'une artère et puis en prenant de façon régulière ces images échographiques, on est capable en les empilant de faire une reconstruction 3D du volume de cette artère-là. Et donc, ce robot-là permettait de contrôler les efforts appliqués sur l'artère pour ne pas trop déformer l'artère ou en tout cas avoir une déformation reproductible. Et puis, dans le même temps, d'avoir un déplacement extrêmement précis. Et ces manipulations-là étaient reproductibles d'examen en examen. Donc ça, c'est la première étape des développements de la robotique à Montpellier. Sachant que le premier robot chirurgical est étiqueté en 1989. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans les mêmes années pour les développements de la robotique chirurgicale à Montpellier. Et puis, il y a une autre étape
puisque dès lors qu'on s'intéresse à la robotique chirurgicale, on doit être très proche des cliniciens, je reviendrai un petit peu sur ces aspects-là, hein, très proche des cliniciens, mais aussi, on fait aussi beaucoup de valorisation, de transfert au laboratoire. On est parmi les laboratoires du CNRS qui faisons le plus de transferts. Et donc, on a fait ça depuis très longtemps. Et donc, vous voyez ici, j'ai mentionné MedTech, hein, j'ai rementionné MedTech, puisque MedTech a fait ses premiers pas dans le développement expérimental au LIRM pour bénéficier d'une partie des technologies qu'on avait développées sur le robot Hippocrate. Et puis, alors, je dirais un mot sur le robot qui est à côté. C'est celui de gauche, là, qui est le robot Dermarobe, alors qui a été développé avec le docteur Luc Théo, ici à Montpellier. Alors, j'insiste peut-être un tout petit peu plus sur ce robot-là, puisque tout à l'heure, Michel Mondin a évoqué la chirurgie des brûlés, la greffe. Et donc, ce robot-là était dédié au prélèvement de greffons en chirurgie des brûlés, et donc permettait de contrôler les efforts et de contrôler les déplacements lors d'un prélèvement de greffons. Alors il se trouve que, chose intéressante, il y a quelques mois de ça, j'ai été contacté par une société lyonnaise, une start-up lyonnaise, qui fait de la production de peau, mais liquide. Et donc il nous a contactés non plus pour faire des prélèvements de peau, mais cette fois pour faire du dépôt de peau. Et donc, ça rejoint la question de Michel sur l'évolution de la chirurgie. Finalement, on ne fait plus de la chirurgie de la même façon. Là, on ne va pas prélever le greffon, mais on va faire le dépôt sur une zone que l'on va avoir cartographiée au préalable. Et le robot va nous aider à faire ce dépôt de façon extrêmement précise. Alors, je reviendrai aussi sur ces aspects-là, parce que si quelque chose qui a été que superficiellement évoqué, si vous avez bien noté sur toutes les photos qui vous ont été présentées, finalement, vous voyez les architectures de robots que l'on voit. Hein. Bon, vous avez des mannequins en dessous qui vous donnent à peu près l'échelle. Vous reconnaissez des structures finalement qui sont assez familières. Hein. C'est des robots industriels, en tout cas des structures de robots qui sont proches de ce qui se faisait dans l'industrie par ailleurs, soit des structures anthropomorphes, soit ce qu'on appelle des structures SCARA, donc des structures un peu dédiées avec des volumes de travail bien identifiés. Et finalement, on reste encore de nos jours, sur toutes les photos que vous avez pu voir, dans tout ce qui vous a été présenté, sur les mêmes structures. Et c'est là où, effectivement, j'aurai des choses nouvelles à vous présenter, pas forcément photographier, mais donner des axes un petit peu de recherche future. Et ça rejoint aussi la remarque de Michel tout à l'heure sur, finalement, comment évolue la chirurgie et vers quoi va évoluer la chirurgie. Et de façon concomitante, finalement, ça va avoir un impact sur la façon dont on va évoluer la robotique chirurgicale et les robots eux-mêmes pour pouvoir réaliser ces actes-là. Ça rejoint aussi peut-être la remarque sur, en chirurgie hépatique, effectivement, on fait de la chirurgie manuelle, on fait de la radiologie interventionnelle. Finalement, les actes évoluent et les robots vont s'adapter de la même façon. Alors après, dans l'histoire de la robotique à Montpellier, je mentionnerai la première école d'été en robotique chirurgicale en 2003, où se rassemblent de jeunes, alors plutôt de jeunes ingénieurs qui sont en train de faire une thèse, et on fait un panorama avec ces ingénieurs de ce qui se fait de mieux dans le domaine, alors de la robotique chirurgicale, mais on fait également intervenir des chirurgiens pendant cette école, et on a également un forum industriel. Et donc on réunit, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la question de rassembler en un même lieu, on réunit effectivement ces trois types de compétences en un même lieu pour échanger et contribuer justement au progrès de ces disciplines. Alors ensuite, une étape aussi importante, et tout à l'heure on a évoqué le fait que le LIRM était localisé à la faculté de médecine. Ça c'est lié à un événement qui était un événement majeur dans l'histoire de l'université de Montpellier. Alors maintenant on appelle l'université de Montpellier, mais avant il y avait deux universités, en tout cas une sciences et techniques et puis une droit médecine. Et à l'époque on avait travaillé avec Michel Mondin et Michel Chamas pour le développement d'un master associant des chirurgiens et des ingénieurs, ou formant finalement ces deux communautés simultanément.
Et donc, on avait développé ce master-là en 2009 et de façon simultanée, on a évoqué justement l'intégration des ingénieurs au sein de la faculté de médecine, ou au moins d'avoir une antenne du LIRM au sein de la faculté de médecine pour pouvoir travailler de concert, ingénieurs et chirurgiens. Alors, j'ai mentionné le LabEx CAMI 2012. Donc là, c'est un LabEx en réseau, un LabEx national. Alors, ça fait écho un petit peu à la petits échanges qu'il y a eu hier sur finalement les premières écoles de santé, Paris, Strasbourg, Montpellier. On retrouve dans ce LabEx CAMI ces 3 villes-là. C'est ajouté à ce réseau-là, effectivement, Grenoble, qui est une place forte aussi de développement en termes de robotique chirurgicale. Et puis, on a 2 autres laboratoires qui, eux, sont plutôt spécialisés dans l'imagerie médicale. Et comme je le présenterai après, je pense qu'on ne peut pas dissocier effectivement le développement de la robotique chirurgicale, du développement de différentes disciplines qui sont connexes, ou en tout cas de différents outils qui vont contribuer à l'usage et à l'utilisation du robot au bloc opératoire, en l'occurrence l'imagerie par exemple médicale. Et puis 2017, c'est la nouvelle faculté de médecine qui est inaugurée. Donc ça, c'est pour nous l'occasion d'intégrer ces locaux-là et d'arriver au niveau du plateau d'entraînement d'apprentissage par la simulation, ce qui a été pour nous effectivement un gros boost dans le développement de nos activités en partenariat avec les chirurgiens. Et puis 2020, c'était les 800 ans de la faculté de médecine. Et pour aller encore au-delà de ce que j'ai présenté jusqu'à présent, on a en projet la création d'un centre d'excellence. Donc là, on commence à en discuter vraiment sérieusement, puisque ça va s'appuyer sur des équipements dont on va faire l'acquisition dans le cadre du CPER et de financement FEDER, qui vont nous permettre d'acquérir plusieurs types d'équipements, ou en tout cas des robots chirurgicaux ou des dispositifs médicaux qui s'adressent à plusieurs disciplines cliniques. Et l'idée derrière ce centre d'excellence, c'est justement de poursuivre cette dynamique-là et d'intégrer des ingénieurs, des chirurgiens, des chercheurs au sein, alors pas forcément d'un même lieu, mais dans une même unité au moins virtuelle, pour leur apprendre à travailler ensemble régulièrement et à partager les compétences et l'expertise. Et l'idée derrière ça, c'est naturellement de continuer à innover et de continuer à développer le territoire. Et puis, Michel nous a sollicité déjà depuis quelques temps sur le développement d'un DU, que nous n'avons pas encore développé par manque de temps, mais ça ne saurait tarder. Alors, je terminerai cette première partie de présentation par finalement un état des lieux qui fait écho à la question qui a été posée tout à l'heure. On se retrouve à Montpellier avec un écosystème assez unique en France et en Europe, avec effectivement différents acteurs qui sont rassemblés sur le territoire. Des acteurs de santé, bien évidemment, c'est le cœur, mais également des composantes de formation, alors la faculté de médecine, mais également la faculté des sciences, Polytech, l'école d'ingénieurs, des structures de recherche, qui vont au-delà du LIRM, c'est-à-dire que nous, j'ai présenté quelques mots-clés, mais ça s'appuie aussi sur des compétences en physique, en mathématiques et bien d'autres. Et puis des industriels, et c'est vrai qu'on a maintenant un berceau industriel, un bassin industriel extrêmement large, un tissu favorable au développement des startups. Je suis cofondateur de cette start-up-là, qui, elle, travaille sur la chirurgie de la rétine, en développant un nouveau paradigme pour la chirurgie de la rétine. Et puis, naturellement, il faut aussi trouver des fonds. Donc, on a la SATT qui est très active dans ce domaine-là. Et voilà, donc un peu l'écosystème. Et tout à l'heure, quand je parlais du centre d'excellence, c'est de rassembler, de fédérer un petit peu tous ces acteurs-là autour de la table pour continuer à développer les dispositifs médicaux de demain. Alors, je vais passer rapidement sur le développement mondial de la chirurgie robotique. Ça permet d'appuyer un petit peu et de voir l'accélération, surtout, des développements qui ont lieu dans le domaine de la chirurgie robotique. Si vous regardez, alors là, c'est focalisé sur des chiffres qui sont centrés sur le robot Da Vinci, puisque c'est certainement le robot le plus déployé à l'international. Mais il y a eu clairement une rupture en 2016, ou en tout cas une accélération qui est massive, très importante,
De 99 à 2011, hein, vous voyez, donc c'est un peu moins de 1800 robots. Vous voyez aussi la répartition, hein, États-Unis, Europe, Asie. Et puis en 2018, on est passé à presque 5000 robots, hein, qui sont déployés dans le monde, et avec un marché mondial qui va presque doubler entre 2018 et 2023. Et ça, toute discipline confondue. Là, on parle de la chirurgie digestive, hein, ou l'urologie pour le robot Da Vinci. Je pense que maintenant, quasiment toutes les spécialités sont concernées. Et tout à l'heure, on mentionnait 73 robots différents, hein, dans 13 spécialités. Si vous faites un état de l'art de la robotique actuelle, vous verrez, il y en a vraiment pléthore. Alors, là, on va retrouver des choses qui ont déjà été dites. Et bon, comme je fais partie du LabEx Camille et que Jocelyne a travaillé avec Jean-Claude Couffignal sur le développement de ce rapport, on se retrouve un peu avec les mêmes informations et les mêmes boucles décrivant ce que doit être l'innovation en robotique chirurgicale. Alors, j'insisterai sur le fait que, comme je l'ai dit précédemment, la robotique chirurgicale, c'est pas que le développement du robot qui est important, c'est aussi tout ce qui est autour. Et l'intégration de différents composants, notamment l'imagerie médicale. Et on bénéficie aussi des progrès en imagerie médicale quand on développe un robot. Alors sur cette boucle-là, bon, on va retrouver naturellement le patient et le chirurgien. Alors peut-être quelques éléments supplémentaires que j'aimerais mettre en avant, hein, sur cette boucle-là. Bon, l'innovation en robotique chirurgicale va nous permettre d'améliorer la dextérité du chirurgien. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite en tant qu'ingénieur. Mais on verra que ça peut aller bien au-delà de ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, hein, actuellement, les structures que l'on voit, c'est des structures assez traditionnelles de robots. Et donc, l'évolution, ou en tout cas les innovations, vont aller vers de la miniaturisation de ces robots. Et donc, des changements de paradigme dans la synthèse, dans la conception de ces robots-là. Ensuite, il y a des éléments importants liés au développement algorithmique et au développement informatique. La possibilité de faire de la simulation, la possibilité de faire la planification, la possibilité d'avoir un jumeau numérique. Tout ça va permettre de faire une meilleure planification, de faire un meilleur monitoring de l'opération, mais également d'aider le chirurgien pour avoir une meilleure prise de décision. Et tout ça va aussi conduire tous ces éléments numériques et algorithmiques à la possibilité aussi de former différemment. On l'a évoqué tout à l'heure, mais de former différemment les chirurgiens. Pour le chirurgien senior, ça va l'aider dans sa prise de décision ou dans la planification de son opération, mais finalement pour le chirurgien junior, ça va aussi l'aider à se former et à apprendre avant de passer directement sur un patient. Et puis, on a évoqué aussi les questions de pouvoir public ou de politique publique. Je pense que le fait d'avoir des technologies numériques va nous permettre d'avoir, de rationaliser ou de développer des méthodologies qui vont permettre de montrer l'efficacité et de convaincre finalement les pouvoirs publics de l'intérêt de ces nouvelles technologies. Alors, maintenant, pour vous donner peut-être deux grands axes, hein, de réflexion sur ce que sera la robotique chirurgicale, ou en tout cas les gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur, si on englobe ça de façon un peu plus large. Je pense qu'on est en train de vivre une révolution sur le plan algorithmique. C'est très clair. On a tout à l'heure parlé d'intelligence artificielle. C'est une évidence. Et aussi bien, disons, l'augmentation des capacités de calcul que l'amélioration ou le développement de ces nouveaux algorithmes d'apprentissage profond vont considérablement modifier le paradigme de la chirurgie, en partie au moins sur deux étapes, hein. D'une part, la partie planification préopératoire, sur tout ce qui est classification, détection, segmentation et recalage, dont on a déjà évoqué les difficultés, avec la possibilité d'avoir effectivement des opérations qui soient plus précises, des opérations qui puissent être en partie automatisées, dont on peut améliorer la rapidité. Ce faisant, ça permettra d'attaquer en fait des pathologies avec des symptômes de plus en plus compliqués, ou en tout cas de les détecter de façon beaucoup plus précoce, d'intégrer des informations multimodales, et puis d'adresser effectivement la diversité des patients qui sont à traiter.
La deuxième partie sur laquelle l'intelligence artificielle et développement d'apprentissage, d'algorithmes d'apprentissage va apporter une révolution, c'est toute la partie guidage préopératoire et en particulier sur tout ce qui est instanciation dans la reconstruction 3D de formes en temps réel, j'entends, sur la base d'une acquisition d'informations, mais relativement parcimonieuse. La partie navigation endoscopique aussi, ou la partie ou tout ce qui peut concerner le suivi de tissus mous. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire des traitements en temps réel, on a besoin d'avoir une grande précision et une haute résolution, sachant que ça reste actuellement effectivement des verrous à la fois scientifiques et technologiques, mais justement ces nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle, on voit déjà des publications apparaître, permettent de lever une grande partie de ces verrous. Alors, l'intelligence artificielle touche un peu moins directement la partie robot, la partie robotique chirurgicale, même si sur certaines parties, sur les aspects de modélisation dynamique, cinématique ou sur la partie perception de l'environnement, on peut imaginer que ça puisse apporter effectivement un certain nombre d'avantages. Je vais revenir sur ces aspects autonomie là, qui sont au cœur finalement de ce que peut nous apporter le robot dans les années futures. Alors là, je vais me concentrer plus, pour finir, effectivement, sur ces aspects dispositifs, robot chirurgical. Et là aussi, je pense qu'il y a essentiellement 3 axes sur lesquels on va avoir des innovations dans les années qui viennent. D'une part, tout à l'heure j'évoquais ces structures de robots qui sont finalement très traditionnelles et depuis 50 ans, on n'en a pas changé. Là maintenant, on va vers des structures qui sont plus petites, plus intelligentes, plus sûres, que ce soit des robots ou des instruments. On va retrouver, alors c'est un peu ce qu'a imaginé, ou en tout cas c'est les prémices, au travers le robot Da Vinci SP, le single port, on va retrouver des structures hyper redondantes, des structures souples, qui, intégrant des capacités ou des techniques d'imagerie ou de mesure avancées. Alors quand je dis ça, je pense par exemple à des technologies telles que l'OCT, qu'on voit se développer de plus en plus, ou la microscopie confocale, qu'on va pouvoir intégrer à ces structures hyper redondantes ou souples. Et puis, en parallèle de ça, on voit de plus en plus de micro ou de nano-robots qui font leur apparition. Alors, pas encore naturellement au niveau industriel, mais c'est de plus en plus présent dans les développements des laboratoires de recherche. Et puis après, on bénéficie aussi parallèlement de l'évolution d'autres technologies. Ici, je mentionne l'impression 3D qui permet effectivement d'avoir des temps de réaction et des temps de cycle dans la conception et le développement de preuves de concept qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent et donc qui facilitent aussi le déploiement de la robotique chirurgicale. Et puis, je terminerai par, et ça fait écho aussi à ce que disait Michel tout à l'heure sur comment on va évoluer la chirurgie. Probablement qu'on ne fera plus de la chirurgie macroscopique ni microscopique, mais on ira vers de la chirurgie nanoscopique, avec de la délivrance de médicaments localisés ou de traitements très localisés de pathologies. Le deuxième axe, alors qui est plus classique, mais qui évolue aussi beaucoup, et tout ce qui concerne la vision, la perception et la commande de ces robots-là, avec de gros progrès qui sont en train d'être faits sur le suivi 3D des instruments, des tissus, sur la segmentation, sur la reconstruction. Alors c'est aussi en partie en lien avec ce que j'ai mentionné précédemment sur les algorithmes d'apprentissage. La possibilité de faire de la substitution d'informations. Faire un retour d'effort, faire un retour tactile, ça reste encore extrêmement compliqué. Maintenant, on peut trouver des informations de substitution qui vont remplacer ces informations-là et qui sont tout à fait pertinentes ou tout à fait utilisables par le chirurgien pour pouvoir réaliser son geste. Et après, on parlera de réalité augmentée, mais là aussi, c'est extrêmement lié ou extrêmement dépendant au développement de l'imagerie qui nous permet d'avoir ces informations-là en préopératoire et puis qu'on va superposer en multicouche sur l'opération qui est en train de se dérouler. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas directement lié au robot, mais qui bénéficie de ces progrès de technologies connexes. Et puis après, des choses plus classiques en termes de modélisation, d'environnement, d'interaction entre l'environnement et les instruments, entre l'environnement et le chirurgien. Et puis, des aspects de modélisation de robots et de commandes de robots. Et puis le dernier axe, et ça aussi c'est quelque chose qui est très nouveau, mais c'est très nouveau dans
pas seulement dans le domaine de la robotique chirurgicale, mais aussi dans le domaine de la robotique industrielle, c'est finalement la réflexion autour de la façon dont le robot est utilisé. Et ça adresse effectivement tout ce qui concerne l'interaction homme-robot, avec plusieurs champs à explorer ou qui sont explorés. Le premier étant, et c'est quelque chose d'assez nouveau, tout ce qui est la conscience de la situation, donc être capable au chirurgien d'avoir finalement une vue complète de ce qui se passe, non seulement sur le focus de son champ opératoire, mais également la coordination de l'équipe qui travaille avec lui, et ce de façon globale. Et dans le même temps, avoir une visualisation complètement immersive. Bon, vous avez tous utilisé le robot Da Vinci. Bon, quand vous utilisez le robot Da Vinci, vous êtes complètement immergé dans votre cockpit. Bon, finalement, vous perdez un petit peu cette conscience de la situation du champ opératoire. Et donc l'idée, c'est de restaurer un petit peu, tout en étant immergé dans ce champ opératoire, d'avoir quand même la conscience de ce qui se passe autour. Et puis après, il y a deux aspects qui peuvent être paradoxaux, mais qui sont développés simultanément. C'est d'une part des nouveaux modes de collaboration entre le robot et le chirurgien au travers de modes collaboratifs. Et la plupart des robots, alors s'ils ne sont pas téléopérés, ont un mode collaboratif. Et donc le robot travaille avec le robot en ayant la possibilité de manipuler directement. Et puis, à l'inverse, on revient à des objectifs qui étaient d'autonomie, qui avaient été dans les premiers temps développés sur des robots d'orthopédie, qui ont été ensuite abandonnés. Et puis on revient petit à petit à cette notion d'autonomie. Alors, sur des tâches répétitives, de haute précision, mais qui restent sous la supervision quand même du chirurgien. Ça, je pense que c'est le maître mot, et on est tous d'accord sur la nécessité d'avoir cette supervision. Mais bon, on voit revenir petit à petit ces questions d'autonomie dans les développements actuels. Et puis après, il y a... alors, on parlait de commandes collaboratives, on parlait d'autonomie. On peut également maintenant, avec les technologies modernes, faire de la manipulation sans contact. Bon, par exemple... il y a des casques qui permettent d'examiner ou de détecter le regard. Et donc, à partir de ce regard-là, on peut contrôler en fait, les déplacements d'un robot. Et puis, les deux derniers points qui sont en développement à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est compréhension, prédiction de l'intention du chirurgien. Donc, ça rejoint un petit peu la manipulation sans contact ou la situation awareness que je mentionnais précédemment. Et puis enfin, la dernière étape, et ça c'est aussi lié au développement de l'intelligence artificielle, c'est la possibilité de faire de l'apprentissage par la démonstration au travers de l'apprentissage renforcé, et notamment permettant d'éviter en fait les longues procédures assez fastidieuses de programmation du robot. Et donc ça, c'est des choses aussi qui sont explorées à l'heure actuelle. Voilà, alors j'avais un dernier transparent, je ne sais pas si j'ai le temps de le présenter, non, ça fait un peu court. Bon, ça reprend un peu les éléments que j'ai évoqués jusqu'à présent. Alors peut-être en soulignant dans chacune des étapes un point. Bon, j'ai beaucoup parlé d'intelligence artificielle, ça a été évoqué aussi précédemment. Je pense qu'il manque une chose à l'intelligence artificielle pour l'instant sur les apprentissages, en tout cas les algorithmes d'apprentissage profond, c'est l'explicabilité des résultats qu'on obtient. Et ça, c'est quelque chose qui est assez déterminant, parce qu'il faut être capable de comprendre pourquoi ça nous donne le résultat. Sur les autres techniques qu'on avait développées jusqu'à présent, on sait effectivement pas à pas comment on obtient ce résultat-là. C'est moins vrai sur le développement de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Avoir des bases de données publiques beaucoup plus larges, là aussi, pour pouvoir faire cet apprentissage-là. Pour la partie guidage, on change de paradigme. On travaillait sur des images statiques. Maintenant, on peut travailler sur des images dynamiques ou des organes en mouvement, et c'est ça qui est intéressant. Alors, j'avais également évoqué, ça fait écho à une question qui a été posée tout à l'heure, sur la possibilité d'avoir une coopération entre plusieurs équipes. Bon, je pense que il y a peut-être une réflexion quand même à avoir sur cette coopération. Je reviens pas sur la partie robotique chirurgicale, juste un mot sur la partie éthique. Et puis, disons, situation réglementaire. On manipule beaucoup de données. Les données viennent, en
tout cas, devrait être sécurisé. Je pense que c'est un élément important à garder à l'esprit, hein. On partage beaucoup de données, on traite beaucoup de données. Bon, il faut qu'on soit capable de sécuriser ces données et il faut que le patient soit capable de faire confiance aux gens qui manipulent toutes ces données-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe. Un panel très large. Hein. Oui. Des questions? Jean-Claude ?